bonjour à vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Nathalie. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi Nathalie et moi, on fait maintenant des vidéos ensemble. C'est qu'on est voisines. Voilà, déjà. Voilà, hein, on n'est pas loin l'une de l'autre. Et Nathalie est beaucoup plus fortiche que moi au niveau vidéo et tout ça. Donc, ça me donne un coup de boost aussi pour aller parler de certains sujets comme celui d'aujourd'hui. J'ai quelque part envie d'aller à contresens de ce que je fais habituellement. J'aime bien avoir un message positif et j'aime bien voir ce qui peut donner des solutions en général dans la vie. Mais là, j'en vois pas de solutions et je subis moi-même du coup cette histoire de ménopause, parce que moi c'est la ménopause, pas la périménopause. Moi, Nathalie, voilà, c'est ça. Du coup, on est complètement. Moi, c'est post-ménopause, du coup, puisque on est forcément en post-ménopause dès qu'on est ménopausé. Et là, en ce moment, je me confronte à un système que je trouve absolument aberrant. Mais alors, c'est aberrant, mais à tous les niveaux. Pas seulement le système de santé, mais la manière dont les femmes vivent leur ménopause, la manière dont elles ne veulent pas en parler. Les raisons pour lesquelles elles ne veulent pas en parler, les solutions ou les non-solutions qui existent. Et en fait, j'en arrive à être dans une phase où j'ai l'impression d'être en dépression. J'ai les larmes en permanence, ou presque, ces derniers temps, depuis quelques jours. Beaucoup de colère. Parce que j'ai l'impression à chaque fois de me prendre un mur et de tourner en rond. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, par exemple, j'ai voulu voir quelles étaient les solutions pour pouvoir aller mieux. Parce que les symptômes, c'est perte de mémoire, mémoire courte en tout cas, vraiment juste je lis un truc et boum, je l'oublie. Je me retrouve à oublier des mots. Au niveau émotionnel, voilà, les montagnes russes émotionnelles qui sont où on ne sait jamais comment on va réagir aux événements de la vie. Tout est compliqué, tout est lourd, on est épuisé en permanence en fait. Et même quand on a fait une nuit de 8 heures, on est quand même fatigué. Et du coup, tout est plus compliqué dans la prise de décision, dans la manière dont on se positionne, dans les gens qu'on a envie de voir ou pas voir. Des fois, on est là... Enfin, juste de devoir faire l'effort de parler, c'est déjà trop. Et je me suis dit, bon, si je suis en, on va dire, dysphorie ménopausique, pour mettre des mots très compliqués comme une dépression de ménopause, en fait, on pourrait le dire simplement, quelles sont les alternatives. Et donc, j'ai appelé un centre, et là, je suis tombée sur une psy, qui déjà n'avait pas de solution pour moi dans le domaine de la ménopause et m'a dit, eh bien, je vais vous envoyer des liens de site internet. Et pendant qu'elle se renseignait ailleurs, moi, j'ai eu le temps d'aller voir ces liens et elle me dit, et alors? Et je dis, en fait, ce que vous m'avez envoyé, c'est pour les professionnels de santé qui ont envie de développer l'aspect ménopause pour leurs clientes et leurs patientes. Elle me dit, ah d'accord, donc ça c'est pas pour vous. Je dis non, effectivement. Je dis par contre, je peux m'inscrire à une newsletter, mais c'est à peu près tout. Bon, ok. Après, elle me dit, bon, il y a le système Mon Soutien Psy, où vous avez droit à 12 séances par an pour aller voir un psy. Et elle me dit, si vous allez sur tel site, vous pourrez trouver, voilà. Et vous pouvez le faire à distance. Ok, donc je suis allée voir, j'ai été taper plusieurs noms de personnes et en fait, ce sont des personnes qu'on doit payer. Ça ne rentre pas dans le suivi gratuit voilà, qui est proposé. Ouais. Voilà, le suivi gratuit et auquel normalement tout le monde a droit, mais là on voit bien que c'est très concis en fait, c'est vraiment... Si on connaît une psy dans sa région, à la limite, on peut prendre rendez-vous si elle accepte. Mais encore faut-il qu'il y ait de la place. Parce que moi, je me suis renseignée il n'y en avait qu'une dans ma région. Et il y avait 2 mois d'attente. Donc je me dis, mais quand une femme est vraiment dans un moment où elle a des grosses difficultés émotionnelles, attendre 2 mois, c'est super long. L'aide, on la veut tout de suite. J'ai aussi testé du coup, parce que je suis allée au bout du système dans tout ce qu'il avait à nous proposer.
J'ai également appelé des lignes d'urgence. Et là, vous pouvez attendre, il y a genre 30 personnes devant vous. Et je me dis, mais c'est pareil, si une personne, elle est en danger et qu'elle a envie de se suicider ou qu'elle en peut plus ou qu'elle est prête à avaler des cachetons parce que c'est juste trop compliqué, s'il y a 30 personnes devant vous et que vous devez attendre 2 heures, mais vous le faites pas. En fait, il n'y a aucun système d'urgence pour, pour ces cas-là. Pour les cas de femmes en ménopause qui sont en train de pleurer parce qu'elles ne comprennent rien de ce qui leur arrive, qu'elles ont mal partout, qu'elles n'ont pas de soutien, que leur médecin soit leur rit au nez, soit les envoie en leur disant que c'est passager, que c'est qu'une phase, que ça va aller mieux, ou que c'est du stress, que c'est dans leur tête. Toujours cette phrase de ça va aller, il faut laisser passer, il faut laisser passer, il faut attendre. En fait, il faut toujours attendre. Ouais. C'est attendre. Et il n'y a pas de solution, c'est de l'attente. Ouais, mais sauf que du coup, tu as envie de pleurer encore plus. Oui. L'attente te met dans un état de stress. Oui, encore plus. Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Il n'y a pas d'urgence. En tout cas, les gens considèrent qu'il n'y a pas d'urgence à traiter les personnes qui sont en dépression, en dysphorie par rapport à cette préménopause ou ménopause. Ouais. Il n'y a aucun système qui existe. Tu as fouillé, hein. Oui, j'ai regardé, tu as été, voilà. On t'a proposé quoi du coup à la fin, ce que tu me disais? Alors voilà, ce qu'on m'a proposé, c'est en attendant, c'est de prendre des anxiolytiques. Voilà. J'étais là, d'accord, alors si c'est la seule solution, déjà encore faut-il avoir une idée de ce que c'est. Ça se prend pas comme ça à la légère. Voilà. Le médecin, il va peut-être te proposer un truc, et puis si tu tombes accro, et puis qu'après c'est compliqué de lâcher ça, ben voilà, tu te mets une difficulté en plus. Alors c'est sûr que ça va te permettre d'aller mieux pendant un moment, mais est-ce que ça règle réellement le problème de fond? Surtout que chaque personne réagit très très différemment aux anxiolytiques. Donc une personne va en prendre un cachet, 2 cachets, ça va la rebooster, ça va remonter et puis c'est suffisant. Et puis comme tu dis, il y en a d'autres, ça va être toute leur vie parce que elles n'arrivent pas à décrocher parce que... oui, parce que c'est un engrenage. C'est un engrenage parce qu'en plus, bon, c'est vrai que dans le domaine de la ménopause, il y a heureusement des médecins et des gynécologues qui font bien leur boulot, ça c'est indéniable, mais il y en a très très peu. Et je sais qu'en fait, les femmes essayent sur des forums où elles peuvent d'essayer de trouver le professionnel qui va les écouter, mais c'est vraiment pas évident. Et encore faut-il que ces médecins ou gynécologues soient en secteur 1 et non pas en secteur 2 pour celles qui n'ont pas d'argent. Il reste la solution donc du secteur 1, il reste la solution du THM. Est-ce que le THM, quand le médecin ou le gynécologue sont d'accord pour les prescrire, c'est gratuit. Bon, j'ai aussi vu maintenant que pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails en fait, parce que je ne veux pas polémiquer sur la polémique déjà, etc. Je veux rester vraiment sur le domaine de la ménopause et du système tel qu'il existe. Mais il est en rupture de stock dans certaines régions. Et donc, il y a des femmes qui prennent du THM et qui ont peur de ne pas pouvoir continuer à le prendre parce qu'il y a des ruptures de stock. Et les anxiolytiques, c'est gratuit aussi. Donc, c'est vrai que du coup, ça permet pour les personnes qui n'ont pas les moyens de trouver quand même des solutions. Mais si vous ne voulez pas aller vers le THM ou ne pouvez pas aller vers le THM, qui est donc le traitement hormonal de la ménopause. Et si vous voulez aller sur du naturel, mais alors là, vous rentrez dans un circuit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça fait 3 ans que j'essaye tous les trucs possibles et imaginables en naturel, et je n'ai toujours pas trouvé quelque chose qui fonctionnait correctement. Donc, que ce soit de l'homéopathie, que ce soit... bref, tout ce qui existe sur le marché. On a beau se passer les unes les autres, les marques, etc. Ça peut fonctionner un petit moment, et puis on croit que ça va mieux, puis en fait pas du tout. Ça veut dire qu'il y a par exemple les bouffées de chaleur qui partent, mais ça veut absolument pas dire que
on n'est pas irritable ou qu'on n'a pas ces montagnes russes émotionnelles, ou ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas prendre du poids ou qu'on ne va pas avoir mal partout. Donc en fait, on se retrouve à avoir des petits pansements, quoi. C'est ça. Des... Et puis des listes sans fin. Alors du coup, on se retrouve avec, je sais pas, 10 ou 15 ou 20 gélules à prendre le matin si on veut aborder... Au moins, on boit de l'eau. Ou de la tisane s'il fait froid, mais ça veut dire que il n'y a pas de vraie solution pérenne. C'est ça, on met des petits pansements à droite et à gauche, ça va un petit peu mieux à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. En fait, on sait parce que ce sont les hormones qui montent et qui descendent ou qui disparaissent complètement. Et donc, en fait, selon que les oestrogènes, la progestérone ou la testostérone, puisque nous aussi les femmes, du coup, ça va vraiment jouer sur plein de choses, notamment la libido et tout ça. Et quand on prend, alors il y a des études aussi qui montrent que quand on prend des anxiolytiques ou des traitements comme ça, il y a une baisse de libido. Et donc du coup, ça peut vouloir dire aussi que le couple va exploser parce qu'on est mal, on n'a plus envie d'être avec l'autre, on ne sait pas l'expliquer, on fait que pleurer. On va voir son médecin, ça va pas. Le médecin, il ne sait pas en parler, il ne sait pas quoi nous donner comme traitement. Et du coup, c'est un désert de solitude à traverser. Mais voilà, moi, le seul truc qui pourrait être positif dans tout ça, c'est de pouvoir en parler. Mais juste en parler. Ouais. Voilà. Il n'y a pas forcément de solution. Pour certaines, il va y en avoir, mais au moins en parler et en parler aux autres, pas que entre nous. C'est à partir du moment où on en parle entre nous, on est capable après d'en parler aux autres parce qu'on se connaît un petit peu mieux. Mais voilà, enfin moi chaque fois que j'en parle, je vois les têtes autour de moi qui se décomposent, qui comprennent bien que c'est pas évident, mais c'est tabou. En fait, c'est tabou. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi c'est tabou. Enfin, une des raisons que moi j'ai vues et que j'ai vécues, on n'a pas le droit de vieillir. On n'a pas le droit de vieillir. Et pourtant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où on va forcément vieillir. Voilà. Donc, arrivé à 40 ans, les premiers signes de la périménopause, et du coup, ça y est, on est vieille. Alors ça veut dire que là, il y a le coup près tombe, c'est une évidence, ça y est, on a vieilli et on a trop vieilli d'un seul coup. Et on n'a pas le droit. Non. C'est ça en fait, on pourrait très très bien vivre si on avait le droit de vieillir, si les médias ne nous servaient pas des visages botoxés, si on n'avait pas cette image des femmes parfaites d'Hollywood, etc., qui elles ont les moyens d'être parfaites. Si on n'avait pas tout ça, je pense qu'on accepterait beaucoup mieux de vieillir. C'est naturel, c'est normal, on ne peut rien y faire. Alors, on en a discuté tout à l'heure aussi. Moi, je n'ai pas ce souci-là, de ce truc de vieillir, mais je n'ai pas d'enfant. Voilà. Et ce que disait Nathalie, c'est qu'elle a 4 enfants et que donc cette responsabilité-là entre en ligne de compte. Et que je pense aussi qu'il y a ce côté maternel qui est réveillé et qui fait que, on a envie d'être là jusqu'au bout, quoi. Le maximum, L'horloge biologique, c'est comme si ça nous rappelait qu'on n'est pas éternel. Oui, il faut et qu'au-delà du fait de vieillir, il y a aussi la responsabilité des enfants qu'on a ou aussi des parents que l'on a, où on n'a pas envie de mourir avant eux pour pouvoir s'occuper d'eux jusqu'à la fin. Mais donc, c'est pas tant mourir, c'est aussi être en forme pour pouvoir s'en occuper en fait. C'est que moi je vois à des moments, je suis trop fatiguée pour les emmener quelque part. Tout simplement, c'est tout bête, mais j'ai pas l'énergie que j'avais à 20 ans. À 20 ans, j'aurais pu avoir 4 enfants et ça aurait été parfait, on aurait été partout tout le temps. Là, il y a des jours, je suis obligée de dire non, en fait là je peux pas. Donc peut-être qu'en étant maman, cette peur de vieillir n'est pas forcément une peur de vieillir, mais une peur de plus être à la hauteur. Voilà. Alors c'est ça, c'est que déjà là on vient de parler de 2 choses, de plus avoir l'énergie de plus être à la hauteur des attentes que l'on a vis-à-vis de ce qu'on a envie d'offrir à notre entourage. Donc la peur de vieillir et là vraiment la peur de mourir.
Mais il y a aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'on est dans une société où la performance, même professionnelle, est très très importante. Le fait, pour beaucoup de femmes, de la prise de poids et du coup de l'image que ça renvoie sur le fait qu'on ne soit plus jolie et donc qu'on n'est plus aimable dans le vrai sens du terme. Et qu'on n'a plus la même envie sexuellement parlant. Ça veut dire que du coup, les hommes, on parle souvent de la crise où ils vont aller chercher les petites jeunettes, mais peut-être que c'est parce que justement au niveau de leurs hormones, ça se passe beaucoup mieux et que donc elles ont envie de profiter. Mais c'est vrai que quand on souffre et que réellement on souffre physiquement, pas seulement mentalement ou moralement ou émotionnellement, parce qu'il y a ça aussi, c'est que le brouillard mental dont on parle, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On nous parle de brouillard mental, mais dans l'absolu, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que on va oublier certaines choses, même si ce sont des mots qu'on connaît par cœur. Ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer. On oublie ses enfants à la cantine. Voilà. Non mais enfin... Voilà. Des choses qu'on fait tous les jours, très concrètes. Je veux dire, même professionnellement, des dossiers sur lesquels on travaille, il y a des aspects où on ne va pas pouvoir les gérer de la même manière dans la prise de décision parce que du coup, on se sent perdu, on se sent très vite perdu. Il y a perte d'identité, perte de repères, perte de direction. Comme on doit se réinventer totalement du fait que, imaginez, vous avez vécu toute une vie avec des hormones et ces hormones, elles ont décidé de se barrer en vacances, définitivement. Et pour la plupart d'entre nous, elles ne vont pas revenir. Bon, exceptionnellement, ça arrive qu'elles reviennent. Mais alors, vous faites comment? Et ce vide-là, il va bien falloir le combler par quelque chose. Et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, ni dans le cerveau d'une femme, ni dans le corps d'une femme, au niveau de ces hormones, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites, parce que la médecine n'est pas une médecine de femme, c'est une médecine basée sur l'homme. Donc sur des souches masculines, des mâles en laboratoire, sur des hommes, et tout ça est reporté en se disant, si ça fonctionne comme ça pour les hommes, ça fonctionne comme ça pour les femmes aussi. Eh bien non. Pas du tout. Donc du coup là il y a une première étude qui va être lancée pendant 3 ans sur le cerveau de la femme et notamment par rapport à tout ce qui est ménopause, etc. Parce qu'on n'a pas de data. Il n'y a juste rien qui existe. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc là, au moins, on pourra se dire qu'il y a le début d'une explication ou de voir quelles sont les zones qui sont plus touchées que les autres et ce que ça a comme répercussion sur notre vie au quotidien. Parce qu'on est très souvent, on passe pour des divas ou celles qui font n'importe quoi, qui ont des crises existentielles, voilà, les hystériques. Voilà. Mais oui, non, s'il n'y a aucune étude qui a été faite sur le cerveau des femmes, à un moment donné, oui, on ne nous comprend pas, mais on aimerait bien se comprendre nous aussi en fait. Donc, je veux dire, on nous dit non sur quelque chose, on se met à pleurer. Enfin, c'est juste pas normal. C'est pas grave dans l'absolu. Et c'est pas du caprice en fait. Moi, je pense à l'adolescence par exemple. Les adolescents qui sont hyper perturbés au niveau hormonal. Oui, ils sont en crise, ils sont en rébellion, le corps il change. Il y a tout un tas de choses qui changent au niveau hormonal. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des études sur le cerveau à l'adolescence, sur les femmes en particulier, quand elles ont leurs premières règles. Mais je ne sais pas, non. Il manque quelque chose. Clairement, il manque des études sur comment ça fonctionne, pourquoi. Là où on est le plus à même d'accompagner les femmes, c'est au moment où elles sont enceintes et où elles accouchent. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est la même perturbation hormonale quand une femme vient d'accoucher et qu'elle fait comment on appelle ça, un postpartum, et que du coup, ou dysphorie, ou voilà, que les hormones ont tellement fluctué et que le temps que tout ça se remette en place,
Mais l'avantage pour une femme quand elle vient d'accoucher, c'est que ses hormones sont toujours là, même si elles ont bougé, etc. Il y a un moment donné, ça va se remettre en place. Mais pour une femme qui arrive en préménopause ou ménopause, enfin, du coup, là pour le coup vraiment ménopause, parce qu'avant ça ne fait que monter et descendre et à un moment c'est juste ça se barre. Là, comment on fait pour la suite parce qu'en plus ça a des répercussions au niveau de la santé. Et ça pareil, on ne le dit pas. Oui, ce que tu m'avais dit au niveau cardiaque, moi j'étais pas au courant. Que la cause numéro 1 et de très très loin de décès chez les femmes après la ménopause, c'est la crise cardiaque et les problèmes cardiaques en général. Et on pense que c'est le cancer du sein, alors qu'en fait, non. Il y a 6 à 8 fois plus de femmes qui meurent de problèmes cardiaques. Donc c'est quand même pas rien. Il y a beaucoup plus de femmes qui ont des problèmes d'Alzheimer, où il y a aussi du coup les AVC, l'ostéoporose, et bien sûr le cancer du sein ou de l'utérus, mais du coup ça fait quand même beaucoup de maladies qui pourraient être évitées si on le savait, si on savait reconnaître les signes aussi, parce qu'une femme qui a une crise cardiaque, on va dire dans 50% des cas, a les mêmes symptômes que les hommes, mais dans 50% des cas, ont des symptômes complètement différents. Ce qui fait que là aussi, et bien du coup, rien n'est dit, on n'est pas accompagné, et puis on pourrait éviter que certaines femmes meurent, tout simplement. Et puis pour l'ostéoporose et puis les autres que j'ai cités tout à l'heure, c'est pareil, on nous a jamais, moi j'ai jamais vraiment lu ou entendu ou que ce soit, que c'était en lien direct suite au fait qu'on était ménopausé. Donc bon. Oui, c'est faire une étude sur cette baisse hormonale et pour savoir ce que ça donne réellement et pour trouver des solutions. Voilà. Mais tant que c'est pas étudié, tant qu'on ne s'est pas penché sur le problème, en fait, nous on est là, on attend. Voilà, on attend. On attend plein de choses tout le temps, mais on ne peut pas passer une vie à attendre non plus. On veut bien accepter, oui, c'est un fait, c'est comme ça. Biologiquement, ça se passe comme ça. Mais je pense qu'on pourrait se donner les moyens d'aller chercher un peu plus loin et de faire des études, de se pencher sur notre cas et d'en sortir des solutions, en fait. Parce que dans la médecine, il y a plein de solutions qui sont trouvées pour plein de choses. Donc ce sujet-là, pourquoi pas ? Oui, c'est ça. C'est que c'est quand même la moitié de l'humanité qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va le vivre à un moment donné ou à un autre. Donc c'est... Mais c'est une question d'utilité. Enfin, dans l'esprit collectif, c'est on n'est plus utile puisqu'on a fait les enfants, je sais pas. Est-ce que ça vient de là ? C'est bon, il n'y a pas d'utilité finalement à faire quelque chose pour... C'est multifactoriel. Et c'est vrai que du coup, entre les femmes qui elles-mêmes n'ont pas envie d'en parler parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les peurs que ça peut générer, et puis la médecine qui jusque maintenant n'était pas une médecine de femmes, et le fait que du coup les professionnels n'étaient pas formés, maintenant les nouvelles générations sont beaucoup plus formées. C'est-à-dire que ceux qui suivent des cursus aujourd'hui pour devenir médecin ou gynécologue vont avoir beaucoup plus d'heures concernant la ménopause. Mais à l'époque, il y avait pratiquement rien. S'il y avait 2 heures, c'était... Donc quand on a des médecins qui sont d'une génération proche de la retraite maintenant, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler avec eux ou avec elles. En fait, c'est tout juste émergent. Voilà, c'est émergent. Et ça veut dire que vraiment, l'idée, c'est de détabouiser. Pour que ça émerge plus vite. Pour que ça émerge. Et c'est ouvrir sa bouche, en parler partout, autour. Que ça devienne un sujet qui parle à tout le monde en fait, pour que derrière il y ait des études qui soient faites, il y a quelque chose qui se lance en fait. C'est comme quand on veut lancer un projet, mais là le projet il est parlons-en. Donc si vous connaissez je sais pas moi, même des journalistes, des personnes qui pourraient faire en sorte que les choses changent, qu'on puisse en parler, moi j'ai absolument pas de problème pour en parler à qui que ce soit. Donc voilà, et puis aussi du coup de pouvoir, moi ce que je veux mettre en place, parce que je me rends compte que c'est la seule chose qui réellement peut avoir de l'impact aujourd'hui, là en cet instant, puisqu'il y a
pas grand-chose de construit, de cohérent, de systémique, c'est de pouvoir en parler entre nous. Et donc de pouvoir... je viens juste de créer là, du coup, un canal sur WhatsApp où on peut en parler entre nous gratuitement, et aussi du coup je propose qu'on puisse en ligne se retrouver pour en parler entre nous et mettre des mots sur nos douleurs, nos souffrances, nos incompréhensions, les questions qu'on peut avoir. Et puis sortir notre colère des voilà. fois. En fait, sortir l'émotion, ça. Sachant que ça va être accueilli parce que c'est d'autres femmes qui vivent la même chose. C'est cette frustration qu'on vit en fait qui est vraiment compliquée. Et c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on en parle comme si on lâchait un peu nos bagages. Bon, ok, ça revient, mais n'empêche qu'on sait qu'on pourra en parler derrière, et que à force, du coup, on se dit mais waouh, je suis pas la seule à vivre ça, parce que souvent ce sentiment de solitude et en plus tout naturellement on a tendance à se renfermer sur soi-même et à ne plus avoir envie d'aller parler de ça aux autres, parce que déjà on se saoule soi-même à le vivre et à tourner en rond avec ces pensées-là dans notre tête. Et puis quand on en parle aux autres, on a peur de gêner, de dire mais bon, ça saoule quoi, je suis tout le temps en train de parler de ça, mais parce que c'est notre quotidien. Et moi finalement je vois que ça ne gêne pas tant que ça. Non. Ça ouvre. Ouais, ça ouvre le dialogue, ça ouvre la possibilité aux autres d'en parler. Ouais. Et c'est vrai que tant qu'on fait pas qu'on n'a pas ce déclic d'aller en parler, ça ne bougera pas. En fait, on peut attendre longtemps. C'est ça. Et nous, on est vraiment des personnes lambda. En plus, on fait attention à notre alimentation, on fait attention à notre sommeil, on vit dans un endroit magnifique où soit, tu vois, on n'y a pas de stress, le corps tout va bien, voilà. Et on prend pas de produits chimiques, on ne suit pas de traitement, on n'a pas de... A priori, on fait tout ce qu'il faut, voilà, pour que ça aille. Et pourtant, il y a quand même des surprises. Quotidiennement, on se dit, tiens, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera quoi, et avant-hier c'était ça, et donc tous les jours ça change. Donc, chaque 24 heures est différente. Même de la matinée jusqu'à l'après-midi ou de l'après-midi jusqu'au soir, c'est déjà pas la même chose. Donc, bienvenue en pays inconnu, voilà. Le lâcher prise et de rigueur. C'est ça. Ouais, c'est chaud. Et puis, je veux dire, tous ces trucs, toutes ces personnes bienveillantes, évidemment, bienveillantes, qui nous disent, faites ci, faites ça, arrêtez de penser, méditez. Mais méditer, mais de quoi? Mais c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est moi qui suis une grande méditante et qui ai médité toute ma vie, mais là, je ne peux plus. C'est juste pas possible. Et donc toutes ces alternatives, et moi je faisais partie des gens qui donnaient des conseils à tout le monde avant parce que j'allais très très bien, jusqu'au jour où la ménopause m'est tombée sur le coin du museau, et là je me suis dit aïe, attends, je comprends mieux. Donc mea culpa à toutes les personnes à qui j'ai donné des tas de solutions qui ne servaient à rien du tout. L'idée c'est pas de chercher des solutions, c'est juste de libérer la parole et d'en parler entre nous, et de se sentir accompagné, c'est ça, entendu. Et écouté. Carrément. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un travail de communication énorme à faire. Et on peut toutes y participer, je pense, à notre échelle, tranquillement. Enfin voilà, ce groupe WhatsApp que tu as lancé, c'est un petit pas qui fait que... Voilà, c'est un début. C'est ça, c'est un début. Et puis après, on voit où ça mène. Et puis, selon nos besoins respectifs, on trouvera des solutions. Oui, parlons-en. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci. Merci.